Ce serait fantastique. Alors, voie de recours, réparation, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles en sport. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 2 ans, j'ai eu un document où il était question des réparations, des voies de recours, des principes directeurs. Et également, on parlait du principe 31, on parlait de l'efficacité. Et j'avoue que je ne savais absolument pas en quoi tout cela consistait. Si Rachel vous fait rire, c'est parce qu'elles avaient laissé leur empreinte sur justement tous ces documents que je ne comprenais pas. Donc nous allons commencer aujourd'hui avec de la vulgarisation. Parce que de quoi parle-t-on lorsque l'on parle de voie de recours ou de réparation? C'est le troisième pilier des principes directeurs des Nations Unies. Mais dans le domaine sportif, cela n'est pas sans avoir ses propres défis qui sont propres au sport. Pourquoi exactement? Quels sont les défis en question et pourquoi et comment peut-on progresser? Quels sont les changements? Qu'est-ce que l'on doit changer pour vraiment apporter des voies de recours effectives une fois qu'on aura établi exactement ce que cela veut dire que voies de recours dans le domaine du sport? Donc, que peut-on les leur apporter concrètement? Nous avons plusieurs intervenants. Nous avons commencé avec 7 minutes de retard. J'ai mon carton jaune et on a également le panneau de la FIFA. Comme ça, vous saurez combien de temps il vous reste pour intervenir. D'abord, je voudrais parler de Rachel Davis, que je respecte énormément parce qu'il n'y a personne pour mieux vous aider à essayer de comprendre les éléments de base de la voie de recours et vous y retrouver. Rachel, à vous. Merci et sachez que le respect est mutuel. C'est un grand plaisir d'être avec vous tous ici qui avez travaillé d'arrache-pied dans ce domaine et qui continuez d'œuvrer. Il y a beaucoup de succès, des histoires individuelles dans la salle à propos de différentes situations dans lesquelles on a eu des réparations ou alors pour lesquelles les réparations sont en train d'être obtenues et donnent lieu à de grandes batailles. J'espère qu'on pourra en entendre parler. On m'a demandé de commencer par jeter les bases de la conversation, précisément comme le disait Mary. Quand on parle de voie de recours, de réparation, immédiatement, on commence à ne plus trop savoir de quoi il en retourne. Ça peut devenir une conversation extrêmement émotive, ça peut mettre mal à l'aise. Et pour les personnes qui ont subi un préjudice, qui essaient de raconter leur histoire et qui cherchent réparation, ça peut être extrêmement émotif. Et puis ceux qui sommes au sein de gouvernements, au sein ou à l'extérieur, dans les organisations, les syndicats, les sociétés, les organisations sportives, ça peut être très important. Donc on sait que c'est un territoire difficile. Et parler de la prévention, ça n'est pas non plus très facile. Pourtant, il faut en parler. Et si on ne peut pas avoir de débat en toute franchise entre les différentes parties prenantes ici dans cette salle et qui sont au moins unies par la volonté de vouloir faire se rejoindre les droits de l'homme et les sports, si on ne peut pas avoir entre nous ce débat lorsqu'il y aura des incidences négatives, et ça aura nécessairement lieu parce que les choses peuvent mal se passer, on ne sera pas en mesure d'y réagir avec le professionnalisme et avec le soin nécessaire pour les plaignants, les victimes, les personnes touchées, les survivants. Voilà pourquoi nous consacrons tout ce temps à une conversation difficile. J'ai passé 6 ans à travailler sur les principes directeurs, à les élaborer, 8 ans plus tard, 8 ans ensuite, à les mettre en œuvre avec différentes organisations. Et je pense que le commentaire le plus édifiant que j'ai entendu à propos des mécanismes de plainte, des voies de recours, des réparations, et je vais en parler dans un instant, c'est ce qui m'a été dit par le chef d'une entreprise d'Amérique latine dans le département psychologique. Elle a dit lorsqu'elle a commencé son travail, elle était extrêmement terrifiée parce qu'elle obtenait des plaintes des membres de la communauté, des travailleurs, dans tous les sens. Et à chaque fois qu'elle recevait une plainte, elle pensait que c'était un échec, qu'elle s'était trompée, qu'il y allait avoir des responsabilités, que l'administration allait être extrêmement mécontente et que c'était toute sa faute. Du moment où elle a compris, disait-elle, qu'il fallait qu'elle change son
rôle, la façon dont elle comprenait son travail et sa tâche. Et c'est le moment où elle a compris, je suis désolée, c'est un petit peu beaucoup à digérer, mais elle a compris que chaque plainte, c'est un cadeau. C'est quand même assez extraordinaire d'aller jusqu'à dire cela. Chaque plainte est un cadeau. Lorsqu'elle a compris que chaque plainte était un cadeau, elle disait qu'elle avait été en mesure de voir qu'à chaque fois que quelqu'un était suffisamment courageux pour faire un pas en avant et présenter sa plainte, ces personnes lui donnaient directement un aperçu des risques que cela posait et également des risques pour l'entreprise, pour l'organisation, pour la marque, pour l'intégrité du travail. Et donc, elle a compris que c'était un cadeau et que ça devait être traité en tant que tel. J'aimerais, je crois, vous demander que cette discussion sera peut-être passionnée, sera peut-être difficile ou vous mettra mal à l'aise, mais de venir avec cet esprit, parce que je pense que c'est transformateur. Cette discussion peut transformer la façon dont nous percevons les choses, dont nous considérons les personnes qui ont besoin de réparation. D'abord, il faudrait définir. Je n'arrête pas d'utiliser ce terme, mais je vais aussi parler du terme plainte ou mécanisme de plainte. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le domaine des droits de l'homme et dans le domaine des sports et des droits de l'homme. On va y revenir. Et je vais aussi parler de l'histoire des principes directeurs et l'expérience du secteur privé qui peut contribuer au débat et à l'évolution de cet aspect. Je m'excuse auprès des interprètes, dit l'intervenante. Je parle trop vite et beaucoup trop comme une Australienne, mais j'espère que vous arrivez quand même à me comprendre. Je vais essayer de ralentir. Bon, qu'est-ce qu'une voie de recours? Je suis avocate de formation. Oui, voilà, ça y est, je l'ai dit, c'est connu. Cela veut dire que j'ai donc appris qu'il y avait un sens très particulier au terme remedy. Donc, la responsabilité, les affaires, les litiges, tout ceci est très important. Ce sont des acceptions qui sont associées à la voie de recours qui est très importante et on va en entendre parler davantage. Mais moi, j'aimerais, avant de passer directement à l'idée d'une responsabilité en justice, de prendre un peu de recul et de voir où on veut en venir par la voie de recours et la façon dont la voie de recours est définie dans les principes directeurs et dans le travail que nous faisons en matière de droits de l'homme. L'idée est de réparer un préjudice, c'est-à-dire remettre quelqu'un à l'endroit où il était avant le préjudice, ou le rapprocher le plus de cette position, parce que parfois il n'est pas possible de réparer intégralement, ou alors ce sera extrêmement difficile. Voilà l'objectif, de remettre la personne qui a subi un préjudice exactement à l'endroit où elle était avant. Alors on peut faire de plusieurs façons. J'en ai en tout cas 5 à l'esprit. La première, et j'encourage tout un chacun à ne pas sous-estimer, c'est s'excuser. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'excuse. Ça a l'air simple, ça n'est pas toujours facile de s'excuser. Ça n'est pas toujours facile de demander à une grande institution de présenter des excuses, mais c'est parfois très significatif pour la personne qui a subi le préjudice. Deuxième type, compensation, indemnisation financière ou non financière. C'est encore trop rapide? Non, mais je regardais, je regardais les signaux qu'on m'envoyait. Et donc, indemnisation financière ou non financière. À nouveau, dans certains cas, l'indemnisation financière, c'est une réparation évidente, très clairement, ce qui doit être fait. Mais parfois, la portée du préjudice, vous avez été maltraité, vous avez perdu votre carrière, vous êtes déplacé, vous avez perdu votre foyer, votre moyen de subsistance. Et donc, l'indemnisation financière ne permettra pas complètement de réparer le préjudice subi. Alors, à quoi peut-on encore penser? On peut restituer. Restituer, ça veut dire rendre à quelqu'un ce qui lui appartenait légitimement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a été exclu de son travail ou de son poste au sein d'une équipe parce qu'ils sont membres d'un syndicat, alors on doit les restaurer, leur rendre leur emploi ou leur remettre, mettre à nouveau dans l'équipe là où ils étaient. Et il y a également la question, les organes peuvent imposer des sanctions, peuvent imposer des amendes, et on voit que ça se fait. Donc les sanctions, c'est également une réparation importante. Et le dernier type que j'encourage tout un chacun à envisager, c'est la prévention.
la prévention d'un quelconque préjudice à l'avenir. Pourquoi c'est une forme de réparation? Eh bien, si vous avez eu suffisamment de courage et de confiance pour vous mettre en avant et présenter votre histoire en demandant une réparation ou une voie de recours, quelque chose qui pourrait peut-être vous motiver à continuer, on l'a entendu dire, c'est que par votre acte, vous empêchez quelqu'un d'autre de subir la même chose. C'est une motivation qui est tout à fait louable et que l'on peut prendre en compte pour élaborer des voies de recours. Qu'est-ce que l'on entend maintenant par mécanisme de plainte? Moi, je vais vous poser une question. Combien parmi vous de personnes avaient déjà porté plainte officiellement auprès d'un quelconque mécanisme? Pas forcément dans le cadre des droits de l'homme, mais quelque chose qui vous a touché, qui vous a concerné. Levez bien haut la main. Et parmi vous, laissez vos mains. Combien parmi vous avaient été satisfaits de ce processus? Voilà où je voulais en venir. Et le résultat, combien parmi vous avaient été satisfaits du résultat? Une personne. Combien de personnes parmi vous avaient vécu un préjudice, subi un préjudice? Donc à nouveau, il ne s'agit pas forcément d'une atteinte aux droits de l'homme, mais n'avaient pas porté plainte ou ne vous êtes pas plaint officiellement. Voilà les deux problèmes de la médaille que l'on essaie d'aborder. Et le sport n'est pas le seul domaine à essayer de s'attaquer à ce problème. Si l'on porte plainte, c'est un processus compliqué, on ne l'aime pas, on n'a pas l'impression d'être respecté, on n'a pas l'impression d'avoir une réparation. Parfois, on ne porte même pas plainte tout court parce qu'on n'a pas du tout confiance en le système et on n'est pas certain qu'il en ressortira quelque chose de bon. Voilà pourquoi le mécanisme de plainte est si important et fait partie intégrante de cette discussion. Parce que c'est grâce à un bon mécanisme de plainte que, très souvent, on arrive à avoir accès à une réparation, qu'on a la possibilité d'avoir accès à une réparation. Comment est-ce qu'on peut structurer tout cela? Donc, c'est vraiment un processus pour rassembler toutes les plaintes, les évaluer et ensuite établir qui doit s'en occuper, comment on va s'y attaquer au sein de l'organisation ou à l'extérieur de l'organisation. Et c'est très, très, très important pour obtenir une réparation. Les mécanismes de plainte, c'est une question de résoudre le problème, c'est-à-dire empêcher les problèmes avant qu'ils ne dégénèrent. Et là, il y a une cause qui a beaucoup eu de retentissement auprès des entreprises. Et ça doit être la même chose pour les organes sportifs. On ne veut pas que les choses se dégradent, on ne veut pas que cela se dégrade ni pour les personnes, ni pour nous en tant qu'organisation. Je suis toutefois extrêmement frappée parce que si l'on prend les mécanismes sportifs qui existent dans le monde du sport et lorsqu'on voit pourquoi elles ont été conçues, la plupart du temps, ces organisations ont été conçues pour répondre aux litiges survenant entre un organe sportif et un officiel individuel. Donc il s'agit de protéger l'intégrité du jeu. Il ne s'agit pas de protéger les gens qui sont au cœur du jeu ou les gens qui sont en lien avec le jeu, c'est-à-dire les personnes qui sont autour des tournois. Donc, lorsque l'on réfléchit à comment on peut passer d'une situation où les gens ne portent pas plainte, ne dénoncent pas, parce qu'ils n'aiment pas le processus ou parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'obtiennent pas leur cause entendue, il faut voir comment, si on crée de nouveaux mécanismes ou on ajuste les mécanismes existants, ou alors, et c'est ce qu'offrent les principes directeurs des Nations Unies, ou alors est-ce que l'on crée un écosystème de réflexion aux réparations, c'est-à-dire qu'on prend les mécanismes de l'État sur lesquels on peut faire fond, voir ce que l'on peut créer au sein des organes sportifs et ensuite voir comment les organes sportifs peuvent décliner leurs réponses du niveau local au niveau national, au niveau international. Donc tout ceci suppose une grande quantité de travail. Le processus est loin d'être aisé, mais c'est un processus dans lequel s'est embarqué le secteur privé depuis une dizaine d'années maintenant. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que le sport n'est pas le seul à se heurter au problème des réparations, le besoin de mécanismes efficaces de plainte et le changement d'attitude qui reconnaît qu'une plainte est, à vrai dire, un cadeau et que l'on devrait le traiter en tant que tel. Merci. Okay, I am going to slow down. Très bien, je vais à mon tour ralentir.
Vous soulevez, Rachel, quelque chose d'extrêmement intéressant. Si vous venez du milieu sportif et vous regardez la façon dont les plaintes sont traitées et elles sont conçues pour être traitées d'une façon qui ne tienne pas forcément compte des droits de l'homme. Je vous donne un exemple. Vous êtes un fan, mais vous ne pouvez pas rentrer dans un stade parce que vous êtes une femme. À qui vous plaignez-vous? Vous êtes un athlète. Victime de harcèlement, de maltraitance, de la pire sorte. Et vous voulez porter plainte, mais l'auteur des abus fait partie de l'infrastructure sportive, fait partie de l'organe sportif et donc fait partie du mécanisme de plainte que vous êtes censé utiliser pour porter plainte contre lui. Alors que faites-vous? Si vous prenez les mécanismes de plainte qui existent, ils sont construits pour gérer différentes choses, mais ils ne sont pas faits pour répondre à ce type de problématique. Est-ce que le statut de dopage est maintenu ou pas? Est-ce que vous êtes sanctionné parce que vous avez triché ou parce qu'il y a des problèmes par rapport à la façon dont vous avez été élu? Voilà, toutes ces questions qui sont traitées par des mécanismes de plainte ne sont pas des défis en matière de droits de l'homme, mais les mécanismes qui, dans le domaine sportif, sont utilisés pour résoudre ces problématiques-là. Donc maintenant, je vais donner la parole à Human Rights Watch, qui risque de nous rappeler à la réalité. Pourriez-vous nous parler de ces défis? Nous devons vraiment savoir ce dont nous sommes en train de parler pour pouvoir comprendre comment améliorer ou réparer la situation. Merci Mary, merci Rachel. Je suis de Human Rights Watch. Pour certains d'entre vous, je suis probablement la personne qui fait le plus peur dans la salle. Donc je voulais vraiment vous dire que non, je ne fais pas peur, je ne suis pas effrayante. Je voulais commencer par quelques conseils d'ordre pratique et particulièrement à l'attention des organes sportifs, des gouvernements, de tout un chacun. À savoir que tous les gouvernements commettent des violations des droits de l'homme. Des fédérations sportives sont complices, participent à ces violations des droits de l'homme. Et si vous êtes dans le domaine sportif, très souvent, vous allez vous-même subir une infraction aux droits de l'homme. Vous allez devoir vous attaquer ou réagir ou subir les conséquences d'une violation des droits de l'homme. J'ai vu en 21 ans de travail sur ces problèmes au sein de Human Rights Watch qu'il y a un nouvel ensemble d'outils, il y a un nouveau cadre et nous avons une communauté. Une communauté qui est engagée et qui veut répondre aux abus en matière de droits de l'homme et dans le milieu sportif. Et voilà un changement absolument fondamental. Comme Rachel et Marie l'ont déjà dit, les principes directeurs des Nations Unies vous donnent les outils, mais aussi la relation, les liens pour évaluer les risques. C'est-à-dire que les risques, c'est la principale chose à connaître si vous participez à un événement sportif, si vous êtes un athlète, si vous êtes une fédération sportive, vous avez besoin de savoir quels sont les risques en cours. Vous avez besoin de gérer, de réagir aux violations lorsqu'elles ont lieu. Et je vous ai dit, elles auront nécessairement lieu. Et lorsqu'il y a eu violation, on est capable de vous le dire et on le fait avec grand plaisir. Vous devez alors agir pour faire ce qui doit être fait en faveur des athlètes, des familles, des fans touchées, de toutes les personnes qui sont concernées. Et s'agissant des fédérations sportives qui participent pour la première fois à ce processus, je voudrais dire que je vous remercie parce que votre simple présence dans la salle, c'est déjà le début de la solution. Et nos partenaires entreprises disaient dans le panel précédent avant le déjeuner, plus il y a de personnes qui travaillent sur cette question, plus le monde se rassure pour tout un chacun. Le travail que nous faisons dans le milieu sportif consiste à répertorier toutes les violations des droits de l'homme dans le domaine sportif causées ou associées à des grands événements sportifs tels que des coupes mondiales ou des Jeux olympiques. Et je vais vous dire quels sont certains de ces atteintes. Alors, expulsion forcée sans indemnisation. Quand vous entendez cela, vous devriez déjà penser à des familles qui sont expulsées, des maisons qu'ils ont construites de leurs mains par des bulldozers. Il y a des travailleurs migrants qui demeurent, qui auraient pu être entièrement prévenus sur des sites de construction et pas seulement sur des sites de construction de stades, mais aussi de construction d'hôtels. Il y a également les journalistes et les militants de l'environnement qui sont harcelés, tous ceux qui documentent, répertorient ces abus et qui les
publie. Il y a également les chaînes logistiques et l'esclavage. Il y a la fermeture d'Internet, des femmes et des adolescents et adolescentes qui sont harcelés par des dirigeants de fédérations sportives ou d'autres athlètes, et à nouveau des lois contre l'exclusion et la violence contre la femme et les personnes LGBTI qui sont des femmes. Je voulais vous donner quelques exemples spécifiques des endroits où nous avons vu cela et quelles ont été les mesures mises en place pour y réagir. Je vais commencer par les Jeux olympiques de Sochi. Début 2014, Human Rights Watch publie un rapport au comité olympique international, un petit peu plus loin à Lausanne, au bord du lac. Le rapport était appelé une course vers le fond. Il y avait des abus en termes de salaire sur les plus grands sites de construction des Jeux olympiques. Et là, je dois me mettre dans la position des responsables du comité olympique international qui, évidemment, n'étaient pas très heureux de lire ce rapport. Ils ont accepté ce rapport. Que s'est-il passé par la suite? C'est ça qui est important. Le comité a fait 500 enquêtes. Et au bout du compte, à l'ouverture des Jeux olympiques de Sochi, le comité a veillé à ce que les organisateurs russes remboursent plus de 6 000 employés à hauteur de 8 millions de dollars en termes de salaire dû. L'engagement a été fait par le comité olympique international. Si ces abus étaient documentés, alors le comité mettait en place des mesures pour apporter des réparations. Donc on peut apporter des réparations à l'extérieur d'un cadre des droits de l'homme. Même si vous n'avez pas un cadre des droits de l'homme, vous pouvez quand même apporter des réparations. Deuxième histoire que je voulais vous raconter. Vous connaissez tous dans le domaine sportif le problème du harcèlement sexuel. Gymnaste, l'année dernière, Jessica Howard, troisième dénonciateur dans le cadre de la catastrophe Harry Nassar. La réparation, la situation d'atteinte sexuelle, lorsqu'elle est chronique, est différente. Et je me félicite de la présence de Kelly Lancey qui est là dans la salle. Veuillez vous mettre debout. Maltraitance sexuelle également à la fédération afghane. Kelly Lancey était l'entraîneur. Une des joueuses est venue avec des preuves que Karim, le président, avait systématiquement abusé de joueuses, y compris des adolescentes. Elle a saisi la FIFA de la question et ces 2 dernières années, elle a travaillé avec les différents joueurs, joueuses pour entendre leur histoire, la présenter au système judiciaire et à la FIFA. Et en juin, Karen Moudorm-Karim a été bannie à vie et s'est vue imposer une amende de 1 million de francs suisses. Dans ce cas, Carrie Lancey était la première voie de recours et ils ont travaillé ensemble pour faire en sorte que cette personne soit retirée du circuit. Mais c'est également important de remercier. Il est également important de reconnaître que la FIFA n'avait pas de système adapté pour répondre à ce qui était un problème extrêmement grave et qui affecte, à vrai dire, l'accès des femmes et des filles au sport. C'est-à-dire, vous pouvez jouer si le sport n'est pas considéré comme sûr, vos parents ne vous laisseront jamais jouer. Et grâce à ces affaires, on peut déterminer quels sont les problèmes. Donc une partie de la voie de recours pour obtenir réparation, c'est voir quel est le système en place et voir où se trouve l'échec et en tirer un enseignement. Troisième exemple, un cas réel, une femme très courageuse d'Afghanistan qui a pendant 40 ans s'est vue interdite, Iran, jet lag, désolé. Une courageuse femme iranienne qui s'est vue interdite de participer au sport, au stade sportif, d'assister aux matchs. À partir de 2005, elles ont lancé une campagne, elles ont présenté cette information à la FIFA, mais ce n'est que ces dernières années que la FIFA a commencé à mettre en place des mesures pour apporter une solution au problème. Certaines de ces mesures n'ont pas été rendues publiques et comprennent le fait que la FIFA a permis aux femmes iraniennes de tenir des signes, des pancartes lors
lors de la Coupe mondiale de 2018 en Russie. La FIFA a rencontré les femmes iraniennes. La FIFA, au bout du compte, a donné une date butoir. Et la date butoir est devenue la voie de recours qui a permis aux femmes de prendre place dans les stades. Et je dirais que là, ce sont tous des cas réels, des cas qui sont encore en cours quelque part. Donc, la voie de recours, la réparation, ça ne se termine pas lorsque la première solution est trouvée. C'est quelque chose qui est continu, qui fait partie de la justice, de la reddition de comptes. Et comme le disait Rachel, toutes ces mesures, au bout du compte, peuvent conduire à la prévention, c'est-à-dire éviter que d'autres harcèlements sexuels ou abus sexuels aient lieu, violation des droits des travailleurs, et pour empêcher que les femmes et les filles soient exclues de la vie sportive. That is excellent, Minky. Voilà qui était excellent. Merci. Vous avez donné là vraiment des exemples très, très parlants. C'est toujours très parlant d'avoir des exemples. On comprend tout de suite beaucoup plus clairement de quoi il en retourne. Ah, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas. So we have on the panel Nous avons parmi nous trois points de vue différents. Greg Knott, qui représente un athlète. Alors, nous avons examiné ces deux aspects dans notre travail. Et Greg va nous donner le point de vue d'un athlète. Il va nous expliquer comment l'on peut utiliser les mécanismes de recours. And then we have workers. Jin Suk Lee. Puis nous avons les travailleurs. Jin Suk Lee de Buildings and Wood Workers International. We'll look at construction risk. Alors, qui va parler des risques liés à la construction. Puis Andreas Graf de la FIFA pourra évoquer son domaine de travail et le domaine de travail de la FIFA, notamment au Qatar, aux côtés de Woodworkers International et l'OIT. Alors tout d'abord, athlètes, les travailleurs, ces deux groupes touchés, groupes vulnérables en quelque sorte, puis un organe directeur en matière de sport qui peut préciser ce qui est fait, quels sont les défis et quels sont les recours à disposition. Je céderai tout d'abord la parole à Greg. Merci, Mary. Merci de nous avoir invités à livrer ce qui devrait être un récit inspirant pour ceux d'entre vous qui écoutent, puisque j'espère que vous pourrez vous identifier avec mon exemple. Merci, Minky, et merci à mes co-intervenants pour leur travail. Alors, l'histoire de Castor, alors juste après l'arbitrage et le jugement. Alors, c'est une histoire qui remonte à 10 ans, ce qui le rend encore plus complexe. C'est quelque chose qui m'a vraiment toujours touchée de près. Bon, je vous prie de m'excuser, je parle un petit peu rapidement. Rachel a parlé d'une conversation émotionnelle qui nous mettra peut-être pas très à l'aise. Alors, si je ne représentais pas Castor Semenya, qui est un esprit indomptable, qui est une femme forte, en dépit de toutes les difficultés qu'elle a connues, le droit de l'homme fondamental de qui elle est et le fait qu'on lui ait demandé qui elle doit être persiste. Elle estime que c'est à tel point indigne, tellement fou. Elle a malgré tout réussi à se concentrer sur son sport et à courir en tant que professionnelle. Alors l'histoire commence essentiellement lorsque j'ai regardé le championnat du monde 2009 avec mon cadet. Nous encourageons Castor et elle a effectivement gagné, mais le lendemain, elle a été suspendue et le prix lui a été enlevé. Et je promenais mon chien dans le champ local et j'étais vraiment
outragée que cela soit arrivé à Castor. Ça m'a frappé, je l'ai senti aux tripes. C'était peut-être un sentiment paternel que j'avais. Que pouvons-nous faire pour aider une personne qui vient de la province la plus pauvre de notre pays, la province Limpopo, une jeune athlète avec très peu de ressources? Comment l'aider? J'ai appelé le fondateur de la Fondation Droits de l'Homme en Afrique du Sud et j'ai dit qu'il fallait agir. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré Castor et je suis repartie avec mon jeune associé et j'ai dit oui, on peut le faire, on peut le faire. Pourquoi? Grâce à Castor, qui fait preuve d'un esprit indomptable. Elle veut gagner 3, 4, 5 médailles. Elle était autrefois victime d'une décision ségrégée, mais elle n'était pas une victime. Elle n'avait pas le statut de victime en tant que telle. Au fil des 10 ans qui ont suivi, il y a bien des cas dans lesquels l'association et d'autres ont essayé de la décourager et même de l'arrêter. Mais ils n'y sont pas parvenus. Cette histoire doit encore être racontée. Elle n'a pas encore été racontée. Nous en arrivons au règlement. Comment obtenir un recours? Nous venons de la province la plus pauvre, mais il s'agit là d'un athlète élite. J'ai eu la chance, il y a 10 ans, d'appeler mon cabinet d'avocats et de leur dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et j'ai eu beaucoup de chance de bénéficier d'un vaste réseau auquel je pouvais faire appel pour lever des fonds. En effet, à cette occasion-là, j'ai dû faire appel à des avocats canadiens pour nous aider dans cette affaire. Cette affaire a coûté plus d'1 million de dollars. Et je dois remercier Dimitra qui est assise ici parmi nous pour son aide et d'avoir facilité notre travail. Je vous invite à vous lever. Je crois que vraiment, cela mérite d'être reconnu. Il s'agit d'une militante des droits de l'homme passionnée qui nous a permis d'entrer en lien avec des personnes qui nous ont donné des conseils. Donc, c'est une affaire qui réunit plus de 10 avocats de 3 continents avec des experts pour rendre tout cela possible. C'est assez extraordinaire. C'est un pouvoir incroyable que l'on a eu. Donc, c'est important de parler de recours, mais comment obtenir ces recours? J'apprécie beaucoup ce que David a dit tout à l'heure de la Fondation Commonwealth. Il a parlé du seuil. Il faut y arriver. Il faut commencer à parler le langage. Il faut insister. L'idée n'est pas seulement de se réunir ici et d'entendre un avocat ennuyeux parler. Non, nous devons être des militants. Nous devons nous lever et dire nous allons agir et nous allons faire quelque chose de concret qui permet de mieux comprendre cet athlète. C'est un sujet essentiel pour nous, c'est un tournant. Notre pays est un projet démocratique en ce moment. Et, bon, pardon, je m'éloigne un petit peu de mon sujet. Je sais que je parle un petit peu plus longuement que prévu. Mais sur le plan du recours, ce sont des éléments essentiels. Veiller à ce qu'il y ait les ressources nécessaires, veiller à ce qu'il y ait une acceptation générale d'un droit constitutionnel de manière à ce que la dignité humaine soit respectée et surtout veiller à ce que la représentation que vous avez devant les divers organes se fasse entendre. Merci. Alors, je voudrais reprendre 2 questions. Tout d'abord, pourquoi avez-vous accepté cette affaire? Alors, est-ce qu'il y avait d'autres possibilités? Pourquoi vous l'avez-vous soumis à Cass? Ensuite, ce qui est intéressant concernant cette affaire de Castor, c'est qu'elle est née comme ça. C'est son état naturel. Elle est née ainsi.
Ça ne veut pas dire que d'autres manières de faire la compétition posent problème, mais en l'occurrence, c'est son état naturel. Donc, je voudrais pouvoir mieux comprendre parce que sur le plan des droits de l'homme, je crois que c'est assez fondamental. Andreas, Jin-Sook, vous avez travaillé ensemble. Qui souhaite prendre la parole en premier? Jin-Sook, je vous cède la parole en premier et vous pouvez nous parler du travail fait par le BWI s'agissant des recours. Andreas m'a demandé de parler en premier puisqu'il souhaite prendre la parole en dernier pour dire « Ah, tout ce que je voulais dire a déjà été dit, donc je vais parler d'autre chose. » Mais bon, moi, je peux aussi le faire. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas mon organisation, alors je pars toujours du principe que tout le monde nous connaît, mais je suis sûre que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette association. Et c'est d'ailleurs, ça arrive à point nommé que je m'exprime après quelqu'un d'Afrique du Sud, puisque notre campagne mondiale pour le travail décent et le sport a commencé autour de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. L'objectif de notre campagne était de garantir la santé, la sécurité, les bonnes conditions de travail pour les travailleurs de la construction, tout comme le respect, la dignité. En gardant cet objectif à l'esprit, on peut dire que les recours sont très importants pour les travailleurs de la construction. Et je voudrais vous donner deux exemples récents. Un au Qatar et l'autre au Japon. La relation avec la FIFA est une relation de longue date qui a été semée d'embûches, mais aussi très fructueuse. Le Qatar a constitué un vrai défi pour nous. Pour la BWI, nous sommes convaincus qu'il est du devoir des gouvernements de garantir des recours à la disposition des travailleurs. Mais nous pensons que les organes sportifs ont une marge de manœuvre et une responsabilité d'utiliser cette influence. Et voilà comment nous avons commencé à travailler avec la FIFA. Alors, tout à l'heure, on a parlé de mécanismes et l'un des mécanismes que nous avons utilisé, c'est le mécanisme de plainte de l'OCDE contre la FIFA. Alors, je dois rendre hommage au gouvernement suisse qui a accepté la plainte et accepté de jouer un rôle de médiateur. Cela a permis à la FIFA d'accepter ses responsabilités et de jouer un rôle et de voir qu'elle avait un rôle à jouer s'agissant des conditions de travail des constructeurs. Pour ce qui est du Qatar, nous pensons qu'il y a beaucoup de mécanismes existants et qu'il y a des recours à la disposition des travailleurs de la construction. Alors, on se demande parfois, qu'est-ce qu'une blessure pour un travailleur? Alors, déjà, un recours, c'est veiller à être payé en temps voulu, pouvoir rentrer chez soi en vie, sans blessure, et veiller à ce qu'ils soient respectés dans leur dignité. Voilà sur quoi nous avons insisté. Et suite à notre protocole d'accord avec le Comité suprême, nous avons pu mener des inspections communes s'agissant de la sécurité. Alors, nous avons pu examiner les sites quant à leur sécurité et faire des recommandations spécifiques aux contractants et reprendre les inspections pour veiller à ce que les recommandations aient bel et bien été mises en œuvre. Voilà ce qui est essentiel pour prévenir tout effet négatif. Donc, pour nous, ces inspections communes sont le mécanisme qui nous permet de veiller à ce qu'il y ait les recours nécessaires et à ce qu'il y ait les mesures préventives. Autre aspect important pour ce qui est du Qatar, le Comité suprême a pu mettre en place des formulaires de bien-être des travailleurs de la construction. Donc, c'est une avancée. Et bon, nous sommes des syndicalistes, donc pour nous, il est essentiel
de toujours promouvoir les conventions de l'OIT dans un pays qui n'autorise pas la présence des syndicats. Les formes de bien-être des travailleurs permettent de soumettre des plaintes. Nous avons vu des travailleurs être élus, nous avons vu des travailleurs représenter leurs collègues et nous avons également vu une vraie transformation dans le cadre des forums où au départ on parlait de logement et finalement on a parlé de questions de salaire, de temps de transport, etc. Donc nous souhaitons travailler avec le comité. Je vois Mahmoud et Payman ici présents. Ce que nous souhaiterions, c'est avoir des conventions collectives. Voilà quel est notre objectif avant la Coupe du Monde de 2022. Et Mahmoud rit, mais bon, je pense que nous pouvons y arriver. Alors, j'utilise cette expérience positive du Qatar pour le faire contraster un peu avec notre dilemme à Tokyo. Nous avons sollicité les organisateurs de Tokyo 2021 pendant longtemps, comme nous l'avions fait pour le Qatar. Et l'un des arguments que l'on nous a toujours donné en retour, c'est le Japon, ce n'est pas le Qatar. C'est vrai, le Japon n'est pas le Qatar. Le Japon a des syndicats libres. Ils ont des syndicats libres depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon a un mécanisme permettant de traiter de problèmes liés aux droits de l'homme. Le Japon a une longue tradition en matière de droits de l'homme. Et moi, en tant que Coréenne, je vous dis que le Japon a une longue tradition. Bon, ce n'est pas le Qatar, mais notre interaction avec le Japon est extrêmement difficile. La communication n'existe pas. Nous avons documenté des cas de violation des droits des travailleurs, de problèmes de sécurité. Les travailleurs se sont plaints. Ils n'ont même pas envisagé d'examiner des moyens alternatifs de trouver des solutions. Nous avons proposé des audits communs, nous avons proposé des entretiens avec les travailleurs, mais l'on nous a dit qu'ils ne changeraient pas leur mécanisme de grief. Donc le contraste entre le Japon et le Qatar est saisissant. Et pour nous, je suis préoccupée de voir que quelqu'un souhaite déjà intervenir dans la salle, alors je termine rapidement. Alors, en raison de ce qui se passe à Tokyo, étant donné que nous n'avançons pas d'un pouce, nous examinons maintenant l'IOC. Et c'est toute l'importance des organismes sportifs. Si nous n'avançons pas auprès des organismes locaux, l'IOC, qui est l'autorité suprême des Jeux olympiques, doit intervenir. De même que nous nous attendions à ce que la FIFA agisse. Et voilà, je suis dans le même panel qu'Andreas. Je dois vraiment rendre hommage à la FIFA qui a joué un rôle actif, n'est-ce pas? Voilà ce que nous souhaitons voir se passer également avec le COI. Il doit agir, notamment lorsque les comités d'organisation locaux restent passifs et ne garantissent pas des mécanismes de grief et de doléances. Merci. Merci, Jin-Suk. Je passe directement à Andreas. Jin-Suk nous a fourni beaucoup d'informations. Elle et Minky ont présenté des affaires différentes. Je vous laisse réagir à leurs propos maintenant du point de vue de la FIFA. Merci. Merci de m'avoir invité à participer à ce panel. J'aborderai volontiers tous ces cas, notamment dans la session questions-réponses. Tout d'abord, tout discours concernant les recours concerne des personnes qui sont concernées par des activités, notamment des activités sportives en l'occurrence. Donc, c'est la partie de mon travail qui me permet d'être en contact étroit avec des personnes qui sont concernées directement par nos activités ou par d'autres personnes qui sont en lien avec nos activités.
Donc, il y a beaucoup de personnes ici présentes avec qui j'ai eu le privilège de collaborer et beaucoup d'entre elles ne savaient pas si elles pourraient venir ici en toute sécurité. Je dois dire que c'est un plaisir pour moi de les voir si nombreux. Et tout ce que je peux vous dire, c'est bienvenue en Suisse. Pour ce qui est de la vue d'ensemble de notre travail, je pense qu'il serait utile de vous présenter notre travail général en matière de droits de l'homme. Alors, je ne pense pas que nous ayons une feuille blanche devant nous. Nous avons beaucoup de pain sur déjà beaucoup d'expérience. Comme vous le savez, la FIFA s'engage à respecter les droits de l'homme depuis 2016, en février 2016, suite à l'introduction d'un article dans ses statuts. Depuis lors, nous nous efforçons de mettre en œuvre cette responsabilité. Dans l'organisation moi-même, j'ai rejoint la FIFA peu après. Un nouveau poste a été créé à ce moment-là, directeur des droits de l'homme, en vue d'aider l'organisation à mettre en œuvre cet engagement. Je pense que l'on peut dire que l'on a suivi toutes les étapes. L'on a intégré un article dans les statuts, l'on a recensé les politiques en matière de droits de l'homme, nous avons examiné les risques principaux. En tant qu'organisation, nous avons commencé à renforcer les processus de devoir de diligence. Et je peux vous donner quelques exemples. Nous avons introduit des exigences dans les appels d'offres et pour ce qui est de l'accueil des tournois depuis 2016, nous avons redoublé d'efforts autour de la Russie et du Qatar, en prenant toute une série de mesures antidiscrimination, droit du travail, liberté fondamentale. Nous avons commencé à travailler en étroite collaboration avec les associations membres autour de questions essentielles qui se sont passées notamment auprès des associations membres, surtout s'agissant des droits de l'enfant, mais également de la lutte contre la discrimination et autres domaines dans lesquels les associations membres jouent un rôle essentiel. Et enfin, et non des moindres, nous avons travaillé d'arrache-pied pour forger des relations de confiance avec bon nombre d'entre vous ici présents qui jouent un rôle essentiel. Alors, certains sont ici dans la salle ou dans le panel. Évidemment, c'est un élément essentiel de notre travail. Une bonne partie de notre travail vise à prévenir les préjudices, et ce, à juste titre, me semble-t-il. Si nous lançons des formations pour le personnel de sécurité de Qatar, eh bien, oui, c'est peut-être parce que nous anticipons des problèmes. Si nous travaillons avec les autorités russes sur la protection des défenseurs des droits de l'homme et de la sauvegarde des garanties fondamentales en amont de la Coupe du Monde, c'est parce que nous anticipions des problèmes. Si le Comité suprême, et je ne veux vraiment pas m'octroyer les lauriers de ce travail parce que, comme ça a déjà été dit par Jin Suk, beaucoup de choses ont été faites s'agissant des sites de construction. L'objectif est de travailler dans un premier temps sur la prévention. Mais ce qui est tout aussi important, c'est de pouvoir agir comme il faut lorsque tout se passe mal. Et une organisation de notre taille et de notre portée doit agir lorsque quelque chose ne va pas. Alors, surtout si nous avons contribué nous-mêmes à ce préjudice, ce qui peut-être est plus facile à remédier, mais il peut également y avoir des tiers associés à nos activités qui sont responsables. Et alors là aussi, nous avons une responsabilité à travailler ensemble avec d'autres pour promouvoir l'accès aux recours pour ces personnes. Si nous examinons plus généralement notre travail autour des recours, certaines de ces activités, certains de ces mécanismes ont été mis en œuvre par nous-mêmes. Dans d'autres cas, nous travaillons avec des tiers qui ont mis en place leurs propres mécanismes pour se rapprocher le plus possible. Et dans d'autres cas, nous nous appuyons sur les mécanismes mis en place par les États. Donc, il y a trois composantes
autour des questions essentielles en matière de droits de l'homme. Il y a un certain nombre de mécanismes de doléances pertinents pour les tournois. Si nous pensons par exemple à la Russie, nous avons lancé le mécanisme de plainte des journalistes défenseurs des droits de l'homme. Nous pensions que c'était un élément important de manière à ce que nous prenions conscience de ce qui se passait autour des journalistes ou des défenseurs des droits de l'homme autour du tournoi. Ensuite, nous avons mis en place un mécanisme lors de la Coupe du Monde en France et nous en tirons également des enseignements que nous appliquerons à d'autres projets. Au Qatar, nous nous sommes concentrés sur les droits des travailleurs, mais il y a également une mesure supplémentaire que nous avons prise ces derniers mois pour voir quelles sont les voies de recours disponibles pour les personnes pouvant être touchées d'après notre évaluation de l'impact sur les droits de l'homme. Nous sommes maintenant soit en train de mettre en place nos propres mécanismes autour des spectateurs et des communautés, ou en train de voir comment nous pouvons travailler avec des tiers lorsqu'il existe déjà des mécanismes de grief efficaces. Si l'on examine la question de la gouvernance, il y a là aussi plusieurs mécanismes qu'il convient d'examiner. Les mécanismes de règlement des litiges existent déjà depuis un certain temps. La plupart des cas soumis ont une composante droits de l'homme. Il y a le régime éthique de la FIFA qui vise essentiellement à mener des enquêtes et à sanctionner les représentants ou les fonctionnaires pour des cas, des comportements inadéquats. Par exemple, en Afghanistan, c'est le mécanisme grâce auquel le président et le secrétaire général ont pu être sanctionnés par la FIFA et bannis du foot. Puis il y a le travail que nous faisons autour de la protection des enfants pour veiller à ce que les systèmes locaux travaillent ensemble avec les systèmes nationaux. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les associations membres créent leurs propres mécanismes pour ce type de questions aussi sensibles, d'autant plus s'il y a d'autres mécanismes déjà existants. Puis il y a les procédures disciplinaires par rapport à ce qui se passe dans les stades lors d'un match. La discrimination est l'un des domaines dans lesquels nous sanctionnons également les associations membres, si nécessaire, et encourageons les associations membres à prendre des mesures. À l'instar de toute grande organisation, nous avons un mécanisme de doléance pour le personnel de la FIFA, pour ce qui est du harcèlement sur le lieu de travail, le harcèlement sexuel, et probablement que vous connaissez tout cela de vos propres organisations. Lorsque l'on parle de la FIFA, je pense que c'est un excellent point de départ. Tout ce que je vous ai présenté, il va sans dire que tout cela est évolutif. Nous nous appuyons sur des mécanismes existants, nous les adaptons aux circonstances de manière à réagir à certaines des plus graves violations des droits de l'homme dans certains des contextes les plus complexes au monde. C'est évolutif dans la mesure où nous construisons de nouveaux mécanismes là où il y a encore des lacunes, et c'est aussi évolutif dans la mesure où nous renforçons les relations que nous avons avec des défenseurs des droits de l'homme ou des personnes qui peuvent être touchées. Nous veillons à ce que les mécanismes existants satisfassent aux exigences. Je peux aborder un cas particulier tout à l'heure si vous le souhaitez. Merci. Merci, Andreas. Alors, nous n'allons pas parler plus rapidement, mais être un peu plus concis. Je voudrais être sûr que l'on puisse également donner la parole à la salle. Alors, il s'agit de questions très précises qui appellent des réponses très précises. Première question s'adresse à Rachel Davis. Vous étiez aussi la présidente du groupe consultatif de la FIFA. Donc, vous avez été du Conseil consultatif des droits de l'homme de la FIFA. Donc, vous connaissez les difficultés auxquelles a été confrontée la FIFA. Alors là, on parle beaucoup de foot et beaucoup de FIFA, c'est vrai. Et peut-être que cela
ne trouve pas un écho auprès de vous, mais si l'on examine les processus, je crois que l'on trouvera certainement des points communs avec d'autres domaines. Donc, pour ce qui est du Conseil consultatif des droits de l'homme de la FIFA, que pouvez-vous nous dire quant aux défis, aux difficultés? Je voudrais également savoir ce que vous pensez des mécanismes de doléances, notamment lorsqu'on parle de situations qui n'étaient pas prévues initialement dans le cadre de ces mécanismes de doléances. Alors, pour être très concise, je vais répondre à vos deux questions en une réponse. Et je vais en parler notamment en contexte avec la FIFA, puisque je suis présidente du Conseil consultatif indépendant des droits de l'homme auprès de la FIFA depuis 3 ans déjà. Alors, en ce qui concerne le travail de cette dernière année du Conseil, nous avons constaté des avancées, mais également des difficultés. Et Andreas a déjà soulevé un grand nombre de questions importantes. L'on voit d'ores et déjà une évolution. Depuis le début de cette année, nous avons entendu Craig mentionner une affaire très compliquée concernant Hakim Al-Araibi, qui est parmi nous, puis des recommandations très spécifiques qui ont été faites à la FIFA. La FIFA était déjà active, elle a continué à agir et d'autres se sont joints à l'initiative, puis le résultat a été couronné de succès. Par la suite, dans l'année, nous n'avons pas eu le sentiment qu'il était nécessaire de faire des recommandations spécifiques. Nous voyons que les processus fonctionnent mieux en interne maintenant. Donc, nous nous sommes intéressés plus précisément au système et tout particulièrement aux structures existantes, au système éthique et autres. Lorsqu'on essaye de traiter de cas d'abus graves de droits de l'homme et qu'on essaye de les coincer dans des systèmes qui n'étaient pas prévus initialement pour ces cas-là, ce n'est pas un défaut du système, c'est simplement un fait. Donc nous devons réfléchir très attentivement à la manière dont nous pouvons réagir au mieux à tout cela. Je pense que nous voyons des évolutions positives et je vois qu'il y a les personnes concernées sont dans la salle. Alors, il y a eu un travail important auprès des chambres de résolution des litiges qui était important pour les droits des athlètes et des footballeurs. Un des éléments essentiels de ce système est que le plaignant peut choisir ceux qui vont servir d'arbitre. Et j'insiste là-dessus parce que lorsque nous réfléchissons au changement dans ces systèmes, nous devons réfléchir aux usagers de ces systèmes. Et plus nous pouvons donner de choix aux usagers, des informations anticipées, toute une série de possibilités. Dès lors que nous pouvons leur donner le sentiment qu'ils ont un certain contrôle dans ce qui peut sembler être un processus très long, très complexe, je pense que c'est le chemin que nous devons emprunter. Les groupes qui sont touchés donc jouent un rôle clé pour trouver des solutions. On l'avait déjà dit ce matin. J'aime beaucoup l'exemple qui a été donné à propos des joueurs qui ont rencontré Amnesty. Ce sont des clients difficiles. Si vous allez voir Amnesty, vous avez bien fait de vous asseoir avant lorsque vous allez les voir, mais ils vous diront ce que vous avez besoin d'entendre. Et Jun-Suk et peut-être Andrés, je vais revenir également ensuite, avant de passer à la question à propos de l'arbitrage du sport. Vous avez mentionné une chose importante. L'inspection indépendante prend des représentants des travailleurs et vérifie de façon indépendante pour voir si leur santé, leur sécurité est prise en compte. Pourriez-vous nous dire pourquoi c'est si essentiel cet aspect? Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait souvent. Je dois clarifier, les inspections que nous menons au Qatar sont des inspections conjointes avec le comité suprême et avec nos inspecteurs. Ce sont donc des inspecteurs d'inspection de la sûreté qui sont affiliés. Et vous avez tout à fait raison, c'est très rare.
parce que chaque entreprise de construction a ses propres inspecteurs. Le Comité suprême, bien évidemment, mène ses propres inspections régulièrement, mais nos inspections conjointes ont pour objectif de vérifier indépendamment et de confirmer que les procédures sont bel et bien en place. Il s'agit de vérifier que si ce n'est pas le cas, alors quelles sont les recommandations que l'on peut faire pour apporter les changements nécessaires. Je pense qu'on peut le dire parce que ça a été publié dans le rapport. La première inspection que nous avons menée nous a permis d'établir qu'il y avait un problème avec les systèmes d'entretien. Donc, avec les systèmes d'attache, les systèmes de harnais avec lesquels on est attaché avec les cordes lorsqu'on travaille en odeur. Parce que si vous n'avez pas cela, ça augmente le taux de victimes d'accidents du travail, voire victimes mortelles. Donc, on a eu ces inspections et c'est une procédure qui a été mise en place par le Comité suprême pour vérifier que le système de harnais soit révisé sur tous les sites. Voilà pourquoi ces inspections indépendantes de sûreté sont essentielles parce qu'elles permettent de sauver des vies. Et nous avons proposé cela aux organisateurs de Tokyo 2020 et ça a été refusé. Bien, donc les parties prenantes jouent un rôle clé pour pouvoir trouver des solutions qui conduisent à la prévention. Andreas et Minky, vous êtes l'organe sportif qui mobilise les parties prenantes et vous pouvez peut-être nous parler de cette dynamique. C'est un défi, n'est-il pas, au fil du temps? Est-ce que vous pourriez nous parler plus avant de ce à quoi ça ressemble? Parce que c'est assez effrayant. Vous coopérez avec quelqu'un qui va finir par vous présenter vos problèmes. C'est très courageux de le faire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il en est? Au fil des ans, on a quand même amélioré la situation et on est de plus en plus confiant par rapport au travail que l'on fait. Human Rights Watch et Minky, nous sommes plus compétents, c'est-à-dire que nous reconnaissons que nous faisons partie de la solution et qu'il peut être attendu de nous que nous fassions partie de la solution, notamment dans le cas qui va être évoqué dans un instant. Pour nous, travailler avec des gens comme Minky, mais également beaucoup d'autres personnes ici dans la salle, c'est fondamental si on veut vraiment comprendre où se trouve le problème. Et donc là, j'en reviens à ce que disait Rachel un petit peu plus tôt. En tant qu'organisation, la portée de nos activités est tellement vaste qu'on peut mettre en place beaucoup de mécanismes pour essayer d'établir où sont les problèmes, mais il y a tellement de paires d'yeux et de paires d'oreilles. Ça peut être attirant pour les organisations, ça permet d'obtenir une certaine attention à l'international et on apprend beaucoup des défis qu'il y a sur le terrain grâce à notre relation avec les différentes parties prenantes. Voilà la première clé. Et une fois que nous avons cette relation de confiance, et le PWI est un très bon exemple, Human Rights Watch c'est encore un excellent exemple, il faut s'attaquer aux différents cas. Dans les forums passés, on avait Semyon Semyonov qui s'est heurté à beaucoup de problèmes lorsqu'il faisait des recherches pour Human Rights Watch sur les sites de construction et pour moi c'était très évocateur, c'était très parlant. Travaillant avec des organisations telles que Human Rights Watch, on arrive à de très bons résultats qui sont mutuellement satisfaisants et particulièrement et surtout pour les individus qui sont concernés. Fantastique, Mickey. Bien, je voulais dire que je savais qu'à la FIFA, les choses avaient changé. Je l'ai su lorsque un chercheur de Human Rights Watch qui avait travaillé à la fois pour les Jeux olympiques de Sochi et qui avait travaillé sur tous les sites de groupe, sur les atteintes aux droits des travailleurs migrants, et on a parlé de Semyon Semyonov, qui est l'expert en matière de violation des droits de l'homme des travailleurs migrants, et donc il voulait faire ce travail. Il a été arrêté sur le site du stade de Volgograd, et là j'ai su que les choses avaient changé.
parce que l'on a posé la question, Andreas était d'accord, on a demandé à surveiller son procès et son appel aussi, si je ne m'abuse, mais à Volgograd, pas d'endroit où il fait extrêmement froid, et Andreas était dans le tribunal. C'est une façon également d'apporter réparation, parce que la FIFA, en étant dans la salle, vous n'avez jamais pris la parole dans la salle du tribunal, mais vous étiez là et vous témoignez d'une injustice. Vous étiez témoin d'une injustice. Le fait qu'un moniteur des droits de l'homme ait été empêché de faire son travail. C'est là qu'on a su que les choses avaient changé. Et je voudrais dire, Andreas a parlé des changements à la FIFA, mais pour tous ceux qui sont dans la salle, sachez qu'en 3 ans, c'est beaucoup. C'est intégrer dans les statuts les droits de l'homme, c'est adopter une politique en matière de droits de l'homme, c'est recruter du personnel spécialisé en matière de droits de l'homme, créer un conseil consultatif indépendant en matière de droits de l'homme. C'est aussi créer un mécanisme de liberté de presse et de défense des droits de l'homme qui permet de présenter des plaintes. N'importe qui peut y présenter une plainte. Voilà donc des mesures complètes, mais ça ne coûte pas tant que ça. C'est ce que peuvent faire les fédérations. Ça ne coûte pas forcément en termes d'argent, mais essentiellement, cela vous prive d'un certain nombre d'heures à passer avec votre famille. En tout cas, c'est le message que j'en retire. Mais c'est faisable et ça produit des résultats qui peuvent être reconnus comme réparation. Alors, ça améliore la situation. Pidia, on doit tous réfléchir à quelques questions puisqu'on va bientôt vous donner la parole et on m'a donné la possibilité de dépasser un tout petit peu. Greg, j'ai pour vous 2 questions. Pourquoi avez-vous saisi le tribunal d'arbitrage? Y avait-il d'autres options? Première question. Deuxième question. Avez-vous l'impression que les aspects droits de l'homme ont été pris en compte et traités correctement? Dans la mesure où vous avez le droit d'en parler, puisque la question est encore en appel. 10 ans, je crois, se sont écoulés. Au début, on s'était demandé pour savoir s'il fallait passer devant le tribunal arbitraire du sport, mais étant donné l'âge de Castor à cette époque, on a décidé de ne pas le faire parce que ça attirerait l'attention des médias, ça lui porterait préjudice à mains égards. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit plus tôt, trouver la bonne mentalité, le bon langage, on a eu un représentant qui se trouve être africain et d'Afrique. Et cette distinction a été tellement utile pendant le processus qui a duré 11 ans qu'on a réussi à avoir une forme de médiation qui a permis de la remettre sur les rails. Il y a eu d'autres cas pour lesquels ça n'a pas été aussi couronné de succès, mais on a eu la possibilité de faire cette intervention. Par rapport à son choix de forum, on n'avait pas le choix que de remettre en cause puisque la tête faisait partie de l'association et on a dû faire appel au tribunal arbitral du sport. C'est la ligne d'action que nous avons vue. Vous avez posé une question un petit peu plus tôt, si vous permettez, sur l'aspect des droits de l'homme. Mohamed de la Commission d'Afrique du Sud. Il faut remettre les choses en contexte s'agissant de l'Afrique du Sud. Étant donné l'apartheid, où les personnes étaient mises dans des cases, vous êtes indien, vous êtes noir, vous êtes asiatique, plus toutes les circonstances autour, on avait une personne qui vous dit « Vous êtes une femme ». Non, vous n'êtes pas, vous êtes un homme, parce que je vous le dis. Vous voyez, on a ce contexte d'étiquetage.
Et je pense qu'il faut c'est un élément qui doit être rajouté par rapport à l'aspect ségrégation et le fait qu'on vous dise que vous êtes. Je pense qu'il n'y a pas. Je pense que est-ce que des arbitres en matière de droits de l'homme, est-ce que des personnes qui ont été formés en matière de droits de l'homme, des juges, des arbitres, quel que soit leur contexte, sont formés. Je pense qu'on doit inculquer une philosophie des droits de l'homme pour que lorsqu'ils prennent leurs décisions, ils la prennent à travers un prisme de droits de l'homme. Alors, je rebondis. Est-ce que vous avez eu le choix par rapport aux arbitres? Oui, vous avez un choix. Et bien évidemment, vous essayez de choisir du mieux que vous pouvez. Étant donné, on vous dit par exemple d'aller pêcher dans un endroit, vous pensez pêcher de la truite et vous vous retrouvez avec un poisson-chat. Vous faites ce que vous pouvez avec les moyens du bord. Amy, nous avons ici un jeune monsieur. Dites-nous qui vous êtes et quelle est votre question. Je suis Chin Mo, je viens de la Fédération internationale de hockey et je suis membre de l'équipe spéciale de l'UNESCO pour les jeunes et le sport. Au nom de l'équipe spéciale sur les jeunes et le sport, j'ai une question qui est passée par l'enquête. Comment est-ce que les décideurs qui travaillent dans le domaine du sport à différents niveaux peuvent garantir la sûreté et la sécurité des personnes qui ont été victimes d'abus ou de maltraitance puisqu'ils se heurtent à la possibilité de perdre leur poste ou de dire adieu à leur carrière lorsqu'ils se plaignent d'abus ou de mauvais traitements. J'ai eu un petit peu du mal à vous suivre. C'est l'écho probablement dans la salle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, reformuler la question? Je voudrais être certaine d'avoir bien compris. Les décideurs qui prennent des décisions dans le domaine du sport à différents niveaux, comment peuvent-ils garantir la sûreté et la sécurité des personnes qui dénoncent des préjudices ou des abus parce qu'ils sont confrontés à la possibilité de devoir abandonner leur carrière ou perdre leur poste parce qu'ils se sont plaints de préjudice ou d'abus? Donc, les dirigeants, on parle de personnes ici qui dénoncent des atteintes aux droits de l'homme. Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de représailles? C'est une très bonne question. Parce que si vous ne dénoncez pas, il n'y a pas de réparation. L'un est fonction de l'autre. Donc, s'il y a impunité, s'il y a des conséquences, il n'y a pas de possibilité d'apporter des réparations. C'était la deuxième question. Parmi vous, combien de personnes n'ont-elles pas dénoncé un problème qui leur est arrivé? Alors, je vais d'abord donner la parole à Rachel. C'est une excellente question. Et c'est exactement la question à laquelle s'est attaqué le monde du sport dans son ensemble. Et là, je me félicite du rôle de chef de file joué par le Comité olympique international dans son travail sur la prévention du harcèlement et des sévices, particulièrement s'agissant de la dénonciation, des enquêtes et des actions de suivi. Et il s'agit d'essayer de pousser cette capacité et ces systèmes et de les étendre à toutes les fédérations olympiques. J'ai participé à quelques webinaires pour les fédérations et ce qui est très difficile dans ce travail, c'est qu'à nouveau, on a des systèmes qui sont en place, qui ont pour objectif de protéger l'intégrité du jeu, trucage de match ou autre. Donc là, il y a peut-être des vrais risques pour les personnes qui ont dénoncé ces problèmes. Ce n'est pas seulement une question de droits de l'homme, mais on voit que beaucoup de personnes ne font pas confiance en le mécanisme qui est en place. Et c'est ça tout le problème. Alors, si on dit bien, ouvrons le mécanisme à de nouvelles formes, alors qu'on n'a pas vraiment bien réfléchi, je pense qu'il va falloir prendre le problème plus en amont encore.
On parle de plus en plus de la différence entre une ligne d'appel et une ligne d'assistance. Ce que je veux dire, c'est qu'une ligne d'assistance, c'est une étape préalable. Vous ne vous engagez pas vis-à-vis de quoi que ce soit. Vous obtenez un conseil. Quelles sont mes options? Quels sont les risques? Et là, on vous garantit une totale confidentialité pendant ce processus. Et vous, en tant que plaignant, vous prenez votre propre décision sur la façon dont vous souhaitez procéder. Une fois que vous connaîtrez toutes les options à disponibilité, une fois que vous aurez une idée de l'appui que vous allez recevoir et des risques en jeu. Donc plus on travaille de façon novatrice pour réfléchir aux nouveaux mécanismes dont on a besoin sur la base des demandes qu'on reçoit, on pourra répondre à cette problématique. Merci. Voilà une excellente question. Moi, je voudrais amplifier les risques. On parle des risques en disant que ça fait partie intégrante, c'est-à-dire évaluer les risques, ça fait partie intégrante des principes directeurs sur les entreprises et les droits de l'homme. Les athlètes, très souvent, ne sont pas en mesure d'évaluer les risques que cela leur pose. Et si vous prenez l'exemple que j'ai donné un petit peu plus tôt de l'équipe nationale de foot afghane des adolescentes, le président de la fédération, c'était un petit peu un seigneur de guerre, un ancien gouverneur de province, et il avait sa propre aptitude à menacer les femmes de mort. Il était habilité à le faire, donc c'est vraiment quelque chose auquel vous ne vous attendez pas dans le domaine du sport, parce que dans le domaine du sport, on est censé prôner la dignité humaine et l'humanité. Donc non seulement vous devez trouver une façon de vous plaindre pour empêcher que d'autres femmes et filles et adolescentes subissent le même sort que vous, mais en plus, vous devez vous protéger contre une menace de mort extrêmement crédible. Imal Hadabi s'est heurté à la même situation et c'était un délateur. Il a parlé de la torture des athlètes. Il a parlé aux médias. Et c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus. Cela veut dire que les fédérations ont besoin d'un système qui leur soit vraiment adapté pour protéger l'identité et pour apporter la justice sans mettre en péril ceux qui ont eu l'immense courage de faire un pas en avant pour parler. Bien, alors, je vois plusieurs personnes. Andrés, merci de cette question. C'est une excellente question. Et c'est moi, nous travaillons d'arrache-pied sur cette question. On a beaucoup parlé du cas de l'Afghanistan. Je crois qu'on nous a remis là l'affaire la plus difficile à tout égard, et particulièrement en termes de réparation. Quelle réparation apporter dans ce contexte et en parallèle, comment garantir la sûreté des informateurs, des personnes ou des personnes pour des personnes qui ont commencé par faire un pas en avant et qui ont eu le courage de parler, puis ceux qui l'ont rejoint pour pouvoir lancer tout ce processus. Que faire? Eh bien, à propos de la confidentialité, le mécanisme des droits de l'homme est établi sur une plateforme qui est sécurisée, qui est confidentielle et qui permet de rendre anonyme l'informateur. Il y a également d'autres aspects de protection qui posent un grand défi, et puis aussi l'appui pour ceux qui se mettent en avant pour faire en sorte qu'ils soient en sécurité. Et dans le cadre de l'Afghanistan, c'est de notoriété publique. Je ne peux pas tout évoquer dans le cadre de cette affaire. Mais pour nous, il a fallu travailler avec les Nations Unies pour voir s'il y avait un espace sécurisé où nous pouvions dire à ces joueurs, joueuses de se rendre. Au cas où les choses se détérioreraient. Et à long terme, appuyer leur bien-être, parce qu'une fois que le président de la fédération a été condamné, les choses ne se terminent pas à cela. C'est un processus à long terme. Merci, fantastique. Alors, on va entendre plusieurs questions. Il y en a une ici. Dites votre nom et quelle est votre question et à qui elle s'adresse. Vous m'entendez?
My question is to Andreas from FIFA. Andreas de la FIFA. Maybe Rachel will be able to answer as well. Rachel Since pourra she's part peut-être of the aussi advisory compléter puisqu'elle fait council. partie du conseil consultatif. Related to very much what Greg was talking À about. propos de ce que disait The Greg, hyperandrogenism regulations of the IAAF les were réglementations implemented in sur 2011, l'hyperandrogénie de and the 2011 IOC had a similar guideline in date de 2012. 2011 et en 2012, il where y it a is des clearly directives said semblables that pour gender le cannot be Comité determined, olympique so international. kind of withdrawing the idea of gender Donc on verification retire tests l'idée du and test de introducing vérification du genre et on hyperandrogenism as a term. introduit FIFA still l'hyperandrogénie comme has étant un terme. gender verification La FIFA aussi a regulations. des réglementations What de are you vérification planning to du do genre. about Qu'est-ce that? que vous prévoyez de faire à cet égard? I think it would be too much to say that we have come to terms with that topic. It's an ongoing discussion. C'est un débat qui est en particularly around cours, the regulations, but just the broader, particulièrement the broader s'agissant discussion, how de if we as a réglementation, sports mais governing même body le débat deal with en tant this, topic, qu'organisme in sportif. light, Nous abordons of cette the question à la evolving lumière discussions, on it, together with a wide range of other de sports l'évolution governments du débat de of the façon same challenges. générale, également So dans that les it's autres very much organismes something sportifs. that Donc c'est vraiment quelque is being chose discussed, qui est within en cours de FIFA and débat au also sein de within la the FIFA within the broader et sports également dans le mouvement sportif au sens large. Hello. Yes. Alexander Baranov, Football Union of Russia. Alexander I Baranov, le syndicat du have football a en really Russie. important question. J'ai une What should we question. do Que when we doit-on meet faire situation, lorsqu'on se when retrouve dans une athlete situation où un athlète meets, human rights abuse or racial abuse est victime or d'abus ethnic abuse raciaux, face to ethniques face, et rencontre en on face the à field, face, se when rencontre there is face à no face evidence, sur le and terrain. if Il n'y a he pas de preuves. says to everybody that S'il there dit à was tout le monde, case voilà, of il y a abuse to eu him, un cas but there d'abus was no contre moi, evidence mais il n'y after a pas that, de that it preuves. was just face to face, one by one. What is C'est- the Si decision il y a of such eu un situation? abus qui a eu lieu dans le cadre d'une rencontre pour laquelle il n'y a pas eu de preuves. Bien, ça c'est une question. Je vais ensuite prendre encore une ou deux questions. Martine devant et puis ensuite, voilà. Et deux là-bas. Merci, Martin Gibbs. Andreas, si vous me le permettez, que diriez-vous à d'autres fédérations internationales qui ont moins progressé sur cette voie ou qui vous dites qu'ils n'ont pas les mêmes ressources que la FIFA, qu'ils n'ont pas l'infrastructure ou le problème d'infrastructure qu'a le football? Que pourriez-vous faire pour les encourager à lancer ce débat? C'est une excellente question. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup. Mary, merci également à Rachel et Minky. Ma question s'adresse à Andreas et Greg. Excellent travail de tout ce que vous faites pour Castor. N'abandonnez pas, ce n'est pas la seule en Afrique. Je voudrais parler de l'enfance dans le football. Nous fêtons le 40e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant. Et je sais que la FIFA a énormément œuvré pour s'attaquer à cette question entre 2014 et 2016, comme vous l'avez dit. Mais il y a encore beaucoup de traite d'enfants. Et dans le domaine du sport et du foot également, et ce que l'on a constaté, c'est que dans le cadre des changements imposés par la FIFA, certains des cadres réglementaires et des pratiques commerciales avaient des conséquences qui allaient à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais accidentellement, j'insiste. Alors, ne serait-il pas bon d'avoir des experts en matière de droits de l'enfant qui travaillent avec la FIFA pour corriger le tir? Et surtout, s'agissant des pratiques commerciales, les intermédiaires, les agents, il s'agit d'œuvrer pour réduire la traite de mineurs venus d'Afrique et d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud.
Deuxième partie de ma question, comment se fait-il que la FIFA n'ait pas réussi à imposer ces changements, ces grands changements sur les confédérations? Merci. Okay. So that's quite a bit. I'm going to take Voilà 2 more questions. So we have in the back. beaucoup de yes, questions right déjà. back there, Au yes. fond, oui. If you could ask it real quick. Yeah, hello. My name is Martin Bonjour, je Kainz. suis I'm from Martin the Vienna Kainz. Institute for Je International Dialogue viens and Cooperation. de l'Institut My international de Vienne pour le question dialogue et la goes to coopération et j'ai une Gregory question Knott. pour Grégory Knott. Castor-Semenya. So, yeah, there was Casa the Zamania, judgment oui, or alors the il y a eu le decision, jugement ou la décision qui a été wanna, rendue name it, of the CAS. du And tribunal what are the potential next steps from your point of view? So now arbitral you du can sport. À exhaust, votre the avis, national quelles courts sont in les Switzerland, prochaines then étapes? Vous pouvez potentially the épuiser les European Court of moyens de Human Rights, recours au niveau then national, maybe ensuite la treaty Cour bodies. européenne des droits de l'homme, peut-être ensuite même les organes de I traité. don't know how open you can talk about this, Je ne sais pas à quel point on peut en parler nevertheless, ouvertement. I'm happy if you could share anything on that. And Pourriez-vous then nous there faire was, part the de quelques question of Mary éléments? Harvey to Et Gregory puis, Knott. la question As que of, Mary Harvey avait the posée à human Gregory rights Knott, issue in the la judgment of question the des droits CAS, de l'homme I dans le think jugement that the rendu par le term tribunal human rights arbitral du sport, in je this pense que le decision, terme wasn't droit de mentioned l'homme n'a pas once. été mentionné ne serait-ce So qu'une I fois dans la think, décision. CAS is just Donc also, le TAS missing expertise and manque experiences peut-être with human rights d'expérience ou de issues. compétences en Thank you. matière de questions ou de problématiques Okay, I relatives think aux droits de we l'homme. will Merci. chew on Bien, that je now. crois que nous So allons y I'm gonna go réfléchir first et to je vais Rachel. commencer par donner la parole à then Rachel, I'll puis just go right down because I je think vais each one of you ensuite had an passer à intervention. tour à tour, donner la parole tour à tour à chacun des intervenants, puisqu'il y avait des questions dirigées à chacun d'entre vous. Oh, so the question in the back from, La question qui a été the Russian posée Federation par was, what le can représentant you de la just repeat it Russie, real quick? est-ce que vous pourriez la What répéter can we rapidement? do when, Que peut-on faire athlete lorsque needs un abuse athlète face to face, when there is no evidence, but subit he des says abus, that il it n'y a pas was de so? preuves, mais lui affirme que. Okay, Donc, so selon les dires de l'athlète, an il y a eu athlete des reports atteintes. that Donc, they've un been athlète the dénonce receipt of qu'il a abuse, été but there's victime no evidence to d'abus, substantiate mais it. qu'il n'a aucune preuve à l'appui. So, who would like to take a response? Thanks, Mary. I just wanted to start by actually adding to the response to Dr. Mitra's question. Je vais commencer par rebondir sur la réponse à Dr. Mitchell. Je pense que c'est très significatif parce qu'il y a un débat plus vaste encore qui doit avoir lieu dans le milieu du sport à propos de l'inclusion, à contrario, exclusion sur la base de l'identité de genre. Et c'est très important parce que c'est une question qui peut au moins être étudiée à travers la politique en matière de droits de l'homme de la FIFA, au sein de la FIFA. C'est une opportunité. On peut déjà commencer à travailler là-dessus. Brièvement, pour répondre à votre question sur les petites fédérations, ce n'est peut-être pas ce que je devrais dire, mais il est assez extraordinaire de voir tout ce que Andreas, à lui tout seul, l'individu être humain, arrive à faire. Vous avez effectivement des systèmes en place toujours plus complexes et il ne s'agit pas de dire vous avez besoin d'une personne. Je pense qu'on ne devrait pas valoriser ce qu'un individu arrive à faire. On le voit également dans d'autres milieux sportifs. Je le cite en exemple parce qu'il est ici à la tribune. Il suffit d'une seule personne extrêmement motivée qui arrive à apporter d'immenses changements en interne. Et l'enseignement fondamental qu'on retire des principes directeurs, qui est vrai aussi pour les entreprises, c'est que vous adaptez le système dont vous avez besoin à l'échelle de votre entreprise et des risques. C'est-à-dire que l'approche de chacun n'est pas forcément aussi compliquée que celle de la FIFA. Tout dépend de la nature des risques et de l'étendue de vos opérations. Et un responsable des droits de l'homme a également été recruté à l'état 6, juste là, responsable des droits de l'homme au sein du Comité olympique international. Vous aurez certainement beaucoup de questions pendant la pause café. So let me take 3 of the questions. The question on Je vais répondre à 3 questions qui ont été posées. Alors, que faire dans le cas d'un athlète mentionné? Alors, je crois que pour les athlètes, il y a beaucoup plus de ressources à disposition qu'autrefois. Et je voudrais souligner le travail des syndicats des joueurs mondiaux qui ont représenté
les athlètes sur des questions d'équité salariale, mais également ils ont mis en avant les droits de l'homme des athlètes. Ils travaillent au sein de l'Alliance et travaillent sur quelques questions de ce type. Les athlètes eux-mêmes ont un réseau de soutien. Je pense que tout comme un défenseur ou un citoyen ordinaire, un athlète peut toujours soumettre une plainte à une organisation des droits de l'homme et nous pouvons aider à mener des enquêtes. Je voudrais également répondre à la question de savoir ce que peuvent faire les fédérations. Alors, je pense que toutes les fédérations en sont à un stade différent. Nous avons Alors, ce dont nous parlons, ce n'est pas gratuit, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait un engagement à haut niveau. Je dirais que c'est l'essentiel. Il faut qu'il y ait un engagement en faveur des droits de l'homme à haut niveau. Et cela n'a aucune incidence sur les coûts. Je voudrais répéter les mots du grand John Ruggie, qui a dit dans son rapport à la FIFA que toutes les fédérations sportives sont des entreprises. Les principes directeurs des Nations Unies s'appliquent donc à tous. Félicitations, vous êtes tous membres du club. Mais pour avoir une politique en matière de droits de l'homme et pour qu'elle soit efficace, il faut vraiment pouvoir prendre des décisions à haut niveau. Et à un moment, il faut évidemment y affecter du personnel. Mais dans l'intervalle, il y a énormément de ressources à disposition. Il y a le Centre pour les sports et les droits de l'homme qui existe depuis un an, mais qui joue déjà ce rôle. Et je voudrais aussi attirer votre attention sur Internet. Le rapport Human Rights Watch fait des rapports sur tous les pays. Nos rapports sont disponibles sur Internet. Si vous organisez un événement au Bélarus, je vous encourage vivement à consulter le rapport mondial de Human Rights Watch. Donc, il y a beaucoup de ressources à disposition qui sont gratuites et nous sommes ici pour vous aider. À un moment donné, on pensait que nous étions le problème, nous étions critiques. Mais en fait, nous sommes ici pour aider, pas pointer du doigt. Nous sommes ici pour vous aider à élaborer des politiques et à régler les problèmes que nous recensons. Merci. Il nous reste à peu près 2 minutes, peut-être 2 minutes et demie. Je vous propose de céder la parole à Greg. Oui, je voudrais encore ajouter que Minky n'est pas vraiment détesté à ce point-là. Jin-Suk. Alors, bon, je pense que la plupart des questions s'adressaient à Andreas. Alors, nous avons fait campagne auprès de la FIFA pendant longtemps. Donc, je vais céder la parole à la FIFA. Thank you. Je me souviens qu'à un moment donné, vous ne pouviez pas être tous deux dans la même salle. Et maintenant, vous êtes assis côte à côte. Oui, très rapidement. Alors, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le centre est une excellente organisation avec laquelle on peut s'entretenir de manière constructive et ouverte pour voir ce qui en ressort. Comme Rachel l'a dit, ce n'est pas forcément un système complexe. Il s'agit de comprendre les risques et de prendre des mesures adéquates pour réagir à ces risques. Alors, je crois que cela rejoint ce qui a été dit tout à l'heure par notre collègue. Catherine est notre spécialiste des droits de l'enfant et travaille sur les garanties pour les enfants et participe à l'équipe qui a participé à la révision des réglementations que vous avez évoquées. Donc, c'est un processus en cours. Je suis sûre que je peux vous dire aussi qu'il y a un débat avec toute une série d'organisations de droits de l'enfant. Et sur ce sujet tout particulièrement, nous sommes en contact avec l'UNICEF pour prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant. Je m'arrête là. Merci. Très bien. Alors, il y a d'autres questions et nous souhaiterions pouvoir y répondre, mais nous n'avons plus le temps. Alors, John Morrison, mon boss, est au fond de la salle et il a accepté que l'on
déborde un petit peu, mais maintenant je dois absolument lui céder la parole. Je remercie très chaleureusement nos panélistes pour cette discussion et pour votre travail. Je voudrais préciser encore une fois que le Centre pour les sports et les droits de l'homme fournit un service gratuit. Nous sommes ici à Genève. S'il le faut, nous prendrons le train et viendrons à Lausanne ou ailleurs et nous pouvons vous aider à voir comment vous lancer. Je l'ai fait moi-même autour d'un grand événement de sport, mais tout cela commence par un engagement. Et tout d'abord, il faut aussi avoir une bonne compréhension des risques. Je vous remercie toutes et tous et nous allons maintenant parler des actions